Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Un épisode que j'avais vraiment hâte de faire parce qu'aujourd'hui, je reçois sur le podcast, vous allez peut-être le voir si vous nous voyez en format vidéo en ce moment, deux jumelles. Donc, je vous présente Mélissa et Mélanie Bourgoin qui vont venir aujourd'hui nous parler de leur vie, de leur carte du ciel, de leur personne. Puis on va aller voir justement comment ça se présente dans une carte du ciel des jumelles. Allô? Bienvenue! Bonjour! Allô! J'aimerais peut-être commencer par faire une petite présentation, vous laisser un peu l'espace pour nous expliquer qui vous êtes, vous présenter, nous dire ce que vous aimez, ce que vous faites dans la vie. Donc, qui a envie de commencer? Oui, c'est moi? D'accord. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Mélanie Bourgoin. Donc, je suis la sœur jumelle de Mélissa. En fait, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis intervenante psychosociale. J'ai travaillé pendant plusieurs années, en fait, dans le milieu scolaire. Tout récemment, là, j'ai fait le saut dans une clinique privée. Donc, je suis à mon compte comme travailleuse autonome. En fait, je suis maman 2 fois, d'une grande fille de 8 ans et d'un petit garçon de 6 ans. Sinon, à part ça, ben assurément le petit côté astrologie, spiritualité, tout ça, ça fait partie de ma vie depuis les dernières années. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle Maud et moi, on a connecté à un certain moment dans notre vie. On a connecté ensemble, puis justement, tu m'as dit que tu avais une jumelle. J'étais comme, ce serait tellement le fun de faire un épisode de podcast. On voulait déjà co-créer ensemble, fait que je suis super contente que tu sois là aujourd'hui avec ta sœur, puis qu'on puisse enregistrer cet épisode-là. Exactement, puis je tiens à dire que Maud tu es en fait une enseignante hors pair pour moi. L'astrologie a vraiment été, tu sais, d'un point de vue plus intégration, à partir du moment où je t'ai découverte, j'étais plutôt du type formation très by the book, si on veut. Puis quand j'ai commencé à découvrir le podcast puis à te découvrir, j'ai comme eu vraiment un espèce de plus là, dans toute l'intégration de l'astrologie. Ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre. Donc, tu sais, je dois dire que je te vante à tous les gens. Tellement fait, merci, voilà. Mélanie. Donc, je laisse la parole à ma soeur. Oui. Allô, Donc, Mélissa. allô, donc moi c'est Mélissa. Moi dans la vie je suis directrice générale d'un OBNL, donc d'un centre d'action bénévole. La gestion puis la direction a toujours fait un peu partie de ma vie, donc c'est quelque chose que... Tu as déjà eu ta propre entreprise. Exact, aussi. j'ai déjà eu ma propre entreprise, depuis environ les 7 dernières années, là, je suis vraiment dans le monde des OBNL, j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis également maman, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans, puis un autre petit garçon à venir, moi aussi c'est ça, je suis dans la maternité, puis je le vis aussi peut-être plus intensément parce que là mes enfants sont plus jeunes que ma soeur. J'ai vécu à travers sa maternité à elle un peu justement l'évolution de ses enfants et tout, puis là ben c'est à mon tour. Fait que j'ai eu comme un modèle, puis là ben j'essaie à mon tour de mettre ma propre couleur. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis fascinée par l'astrologie. J'ai beaucoup moins de connaissances que ma soeur, mais souvent, il m'arrive des choses dans la vie, puis je vais dire oh mon Dieu, là, il doit se passer quelque chose dans l'univers où là, les planètes doivent être à quelque part, là, parce que ça va pas pantoute cette semaine. C'est pratique d'avoir une sœur qui en connaît et qui peut dire ce qui se passe. Exactement. Moi aussi, justement ce rôle-là pour mes amis. Voilà. Alors, merci Mélissa. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que vous avez parlé de vos carrières respectives. Puis déjà, je trouve qu'on tombe un peu dans l'énergie du cancer, maison 11 de votre carte du ciel. On va en parler plus en profondeur. D'ailleurs, je vais mettre dans la barre d'infos. L'une de vos cartes du ciel sont vraiment similaires. Vous êtes nés à 1 minute d'intervalle, fait que même l'ascendant est au même degré, ça change pas. Fait qu'en fait, il y a rien qui change, puis c'est un exemple qui va être super intéressant à regarder ensemble aujourd'hui. Mais évidemment, quand je vous entendais parler de vos carrières, après avoir fait plusieurs épisodes entrepreneuriat, astrologie, c'est un réflexe pour moi d'aller voir, ok, c'est quoi votre planète de carrière? Puis pour toutes les deux, autant votre maître d'ascendant, en étant ascendant vierge, en ayant votre maison 10 en gémeaux, votre planète de carrière, c'est Mercure en cancer. Puis je trouve ça intéressant que à travers ce que vous faites, il y a comme cette idée-là de prendre soin, toi peut-être à travers justement plus l'organisation côté mercurien de nos BNL, oui. Puis toi plus à travers l'intervention que tu fais directement avec les gens, tu sais, il y a comme cet archétype de la mère qui se présente autant dans votre maternité que dans
ce que vous faites dans la vie, tu sais. Exactement, oui, vraiment. Puis, tu sais, le besoin de connecter dans ma carrière, tu sais, autant quand je disais dans les écoles, en clinique, ça a vraiment tout le temps fait partie de ma vie. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que quand on était petite, c'était déjà quelque chose qu'on nommait. Nos parents nous disaient, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Puis on disait, on veut changer le monde. Ah, wow! C'est vrai Rien qu'on de disait moins! ça. C'est vrai qu'on disait ça. Puis, tu sais, on était toujours aussi à la défense des autres. Tu sais, on prenait soin des gens, des fois, qui étaient peut-être, tu sais, plus mis de côté à l'école. Là. On était toujours ces gens-là là, qui voulaient toujours venir en aide puis essayer de mettre un petit peu de bonheur, en fait, dans leur quotidien. C'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant aussi. Fait qu'on va pouvoir plonger là-dessus. Tantôt, vous avez un grand stellium justement en cancer, Soleil, Jupiter, Chiron qu'on va parler aussi, Mercure en cancer. Si on regarde rapidement votre trinité, bon, vous avez toutes les deux un ascendant vierge, à 1 degré de la vierge, une lune en verseau. Puis je serais curieuse de savoir à lequel de ces archétypes-là vous vous connectez le plus, vous associez le plus. Je sais que tu connais un peu plus l'astro, peut-être toi un petit peu moins, fait que peut-être que tu peux l'accompagner, l'aider, mais comment vous incarnez ces énergies-là dans votre vie? En fait, assurément, le cancer, je pense que pour nous deux, on est deux personnes qui sont très intuitives. On est deux personnes qui vont aussi beaucoup aller chercher des choses avec notre cœur. Hein. On est suivi par, c'est ce guide-là, en fait, là, qui nous amène souvent sur des lignes directrices. Donc, le cancer, c'est assurément une énergie qui est vraiment présente, puis je pense qui est au centre de notre vie pour plein de raisons qu'on a déjà nommées et qu'on nommera là, dans l'épisode. La lune en Verseau, je pense qu'on est, comme je disais à Maud un peu avant l'épisode, là, je pense on a toujours été des personnes qui se disaient émotionnellement autosuffisantes, toujours à l'écoute des autres, toujours prêtes à aider, à entendre, à écouter. Mais nous, de notre point de vue, de notre côté, c'était plus difficile en fait d'exprimer comment on se sent dans notre monde émotionnel et tout ça. Donc, de peut-être moins avoir le réflexe de demander de l'aide quand ça va moins bien ou on est plus indépendante, plus renfermée dans nos petites affaires. Ouais. Toi aussi, tu le vis quand même comme ça. Ouais. On dirait que je suis le genre de personne que c'est ça, je vis mes émotions puis j'ai plus tendance à les garder pour moi, tu sais, autant on est des gens qui sont à l'écoute, mais nous, quand on est rendu au point où nos amis nous demandent, ben là, toi, comment ça va? Me semble que, tu sais, tu dis pas grand-chose, puis, tu sais, c'est comme si je sais que même si je verbalise comment je me sens, c'est comme si je me dis, ben de toute façon, je suis autonome dans mes émotions, puis comme, j'ai tous les outils pour en faire la gestion. Tu sais, j'ai pas besoin d'aller à la pêche, puis d'aller chercher l'approbation ou que quelqu'un me dise un peu, ah ben moi, à ta place, je ferais ça. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Comme ce côté-là que vous ownez vous-même votre propre personne, puis vous n'avez pas besoin de ça. Je trouve ça vraiment que c'est intéressant parce que vous avez la lune en Verseau, mais aussi votre nœud nord en Verseau, puis souvent notre nœud nord dans le cardiel, c'est un point d'amplification, puis c'est comme un appel d'aller vers quelque chose dans ma vision. Fait que c'est comme si ce placement-là dans votre cardiel est intensifié. Puis dans l'énergie du Verseau, je pense qu'il y a comme un grand désir d'évolution collective, puis on oublie un peu son individualité. Puis si on regarde votre axe de nœud lunaire, bien votre nœud sud en Lion serait justement cette incarnation-là de vouloir être vu à travers son cœur, à travers son individualité, tu sais, puis d'être vraiment focusé sur toi, sur soi-même, de vouloir presque à un certain moment être en spectacle, peut-être au niveau de tes émotions, puis je parle en connaissance de cause, là, j'ai la lune contraire à votre lune en Verseau, moi j'ai la lune en Lion, je raconte ma vie sur un podcast. Fait que c'est quand même intéressant de voir cet axe-là qui est comme, ok, non, je suis capable de faire les choses indépendamment, puis d'un peu, il y a peut-être une tendance parfois aussi avec la lune en Verseau à mentaliser ses émotions, à bien les comprendre, à être comme ok, j'ai tout ce qu'il me faut, tu sais, puis il y a l'énergie de Saturne aussi qui vient restreindre, qui vient contenir, qui vient pas nécessairement les mettre vers l'extérieur. Fait que c'est intéressant de voir comment vous pouvez toutes les deux incarner cette énergie-là. Puis il y a quelque chose qu'on a parlé avant l'enregistrement du podcast, on jasait un petit peu. Puis Mélissa, tu parlais de quelque chose par rapport qui me fait beaucoup penser à l'énergie lunaire du cancer, qui était cette capacité-là à comme voir à travers les autres. Peux-tu nous l'expliquer un peu rapidement, ce que tu disais tantôt? Ouais, ben c'est ça, on a toujours été des gens, puis autant Mélanie que moi, de ressentir un peu ce que les gens dégageaient. T'sais, les gens n'ont pas besoin de nous parler. Souvent, juste avec leur énergie ou quand ils sont devant nous,
on a cette facilité-là à décoder, à dire, ouais, je comprends tout à fait, tu sais, t'as pas besoin de rien dire. Juste par l'intuition. C'est ça, juste par l'intuition. Puis souvent aussi, on va vraiment mettre le doigt sur, OK, c'est qui la personne qui est assise devant moi? Sans même qu'elle nous dise vraiment d'où elle vient, qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, quoi que ce soit. C'est comme si elle va nous le verbaliser, mais dans ma tête, je me dis, je savais déjà tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que je vois souvent, justement, dans les énergies de cancer, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, tu sais, c'est comme le cancer est gouverné par la lune, fait que c'est une énergie qui est très lunaire, puis la lune, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient refléter la lumière du soleil, fait que c'est comme son rôle, c'est de refléter, fait qu'il y a comme cette capacité-là aussi d'absorber peut-être les émotions des gens et de voir un peu à travers eux d'une certaine façon, puis d'être comme cette représentation-là intuitive de ce qu'eux ressentent pour pouvoir ensuite le transmettre, parce que vous avez aussi Mercure, fait qu'il y a une capacité à comprendre et à connecter à la sphère du mental, tu sais, par rapport à ça. Fait que, ouais, c'est très intéressant tout ça. Fait que si on plonge un peu dans l'idée, justement, de la carte du ciel de jumelles, j'avais envie qu'on en parle un petit peu parce que c'est une question qu'on pose souvent aux astrologues comme un genre de piège. Ouais, mais si l'astrologie, ça marche, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec la carte du ciel de jumelles? C'est impossible que deux personnes aient une vie qui est totalement différente. Puis, à travers ça, moi, ce que je trouve qui est un peu... que les gens perçoivent mal, c'est la vision de l'astrologie, en fait. C'est quoi l'astrologie, puis à quoi ça sert? Dans ma vision à moi, notre carte du ciel, c'est comme un genre de... J'ai envie de dire un potentiel, mais c'est pas exactement ça. C'est un miroir. C'est vraiment un miroir dans lequel on peut s'observer, puis nos placements vont prendre différentes formes dans notre chemin de vie. Fait que quand je vais lire la carte ciel de quelqu'un, il y a souvent des gens qui arrivent et qui sont comme « Ah, tu dois tout savoir sur moi maintenant. » Puis je suis comme « Non, pas pantoute, je suis pas une devine. » Tu sais, la carte ciel, c'est pour aller chercher des patterns, c'est pour aller chercher des archétypes. Ça va pas te dire concrètement ça va être quoi le contenu de ta vie. Ça va dire ça va être quoi les patterns qui vont se répéter. J'avais déjà entendu un exemple que c'est comme si tu invites plein de personnes à une émission de cuisine puis que tu leur donnes tous les mêmes ingrédients, ils vont pas nécessairement faire la même chose avec. Fait que c'est un peu ça, avoir la même carte du ciel que quelqu'un, tu sais, même si tu as les mêmes placements comme vous en tant que sœur. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui vont vous connecter tu sais, plus intimement parce que vous avez les mêmes parents, vous avez vécu ensemble, tu sais, il y a des choses qui vont être des grandes similarités dans votre vie, mais ça va quand même rester que vous allez vivre vos expériences de vie sous des formes différentes. Puis c'est la même chose pour une carte du ciel individuelle que quelqu'un partagerait pas avec personne. Tu sais, je le dis souvent, mettons que t'as quelqu'un pourrait avoir peur d'un certain placement, genre Saturne en maison 8, est-ce que ça veut vouloir dire que je vais vivre des grands deuils dans ma vie? Vraiment, inévitablement oui, là, tout le monde va vivre des deuils, mais à certains moments, ça va peut-être montrer un peu la façon dont tu structures ton monde intérieur. Tu sais, il y a plein de façons que nos placements peuvent prendre forme. Fait qu'on commence là-dessus. Je voulais m'en aller vers quelque chose. J'ai oublié mon fil de pensée. Là. Il y avait une question qui m'était montée en tête pendant que je vous expliquais ça. Ah oui! C'est ça. Il y avait une théorie, parce que j'ai lu un peu, je me suis informée un peu sur comment on deal avec ça, parce que c'est une question que j'ai longtemps eue, comme comment qu'on fait pour analyser la carte du ciel de jumelles. Puis j'ai déjà lu que dans une perspective un peu traditionnelle, ancienne, on pouvait dire que le premier enfant qui était sorti portait l'énergie de l'ascendant, celui qui est dans la maison 1, donc dans votre cas, votre ascendant vierge, et la planète qui le gouverne, donc Mercure, puis que le deuxième serait associé à la maison qui est associée aux frères et sœurs, comme si le deuxième, c'était la sœur du premier, fait que c'est comme si on irait voir la maison 3 dans ce cas-là, qui est la maison qui est associée aux frères et sœurs. Fait que ça voudrait dire que Mélissa, toi, t'es la première qui est sortie, fait que t'incarnerais plus l'énergie de la Vierge. Puis toi, Mélanie, t'incarnerais plus l'énergie du Scorpion, qui est plus dans l'émotion, dans l'intuition, tandis que toi, tu serais un peu plus analytique. Est-ce que vous voyez quand même cette théorie-là qui peut prendre forme d'une certaine façon dans votre vie? Assurément, 100%. En fait, Mélissa qui est plus... en fait, je vais te laisser en parler. Fait que oui, moi, j'ai un côté beaucoup plus analytique, tu sais, autant dans ma sphère professionnelle que dans ma sphère personnelle, je dirais. Tu sais, moi, je suis avec un gars, je suis en couple, le papa de mes garçons, je veux dire... c'est un gars de projet, tu sais, c'est quelqu'un qui a de la drive, tu sais, un après l'autre, ça arrête pas, c'est fluide.
Puis tu sais, moi, je suis là-dedans, puis j'embarque là-dedans, puis je joins, tu sais. Puis moi aussi, ça me drive d'embarquer dans ce type de vie-là, tu sais. Puis, tu sais, tout ce qui est immobilier, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup aussi, tu sais, je suis une gestionnaire, hein, fait que oui, je fais de la gestion d'humain, mais je fais aussi de la gestion de budget, des finances, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressée, tu sais. Moi, j'étais bonne en maths, j'ai mes maths fortes, tu sais, fait que ça, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est important. Petite anecdote, vraiment juste Oui, pour être drôle. Au cégep, on était dans le même cours de maths, mais en fait, ça s'appelle Méthode quantitative avancée. Méthode quantitative avancée. Ouais. Et moi, j'avais besoin de réussir ce cours-là pour pouvoir aller à la prochaine étape. Et Avez-vous triché? ma soeur a mis mon nom sur son examen. et le prof qui n'a jamais rien vu aller. Alors oui, on a triché en fait à un examen du cégep. Donc j'espère que notre prof... Le rêve de jumelle, tricher dans un examen. Clairement. T'es comme, sérieux, Mélie, j'ai vraiment besoin de passer ce cours-là, tu sais. Je le sais que toi, t'es bonne, puis comme t'as pas besoin d'avoir une bonne note pour passer, je pense que je pouvais ne même pas faire l'examen, puis je passais le cours. Fait que là, j'ai dit, OK, ben regarde, écris mon nom, puis moi, je vais écrire le tien. Et on s'était pratiqué, en fait, un peu avant l'examen, ben en fait, quelques jours avant, pour l'écriture, tu sais, pour s'assurer que le prof... Il reconnaît les écritures de ses étudiants, tu penses? Ben, je savais pas à quel point, mais tu sais, on était quand même... On prend pas de chance, on est tous préparés. Exactement, donc petite parenthèse. Mais c'est fou de voir à quel point tu incarnes justement cette énergie-là qui est mercurienne, tu sais, qui veut analyser, qui veut comprendre, qui est plus dans les chiffres, qui est plus dans le mental. Ouais. Je suis curieuse de voir comment toi, cette énergie-là mercurienne s'incarne dans ta vie, parce qu'on s'entend que ta carte du ciel, c'est quand même tes ascendants vierge toi aussi. Oui. Même si dans ce mythe-là, dans cette vision-là de l'astrologie, on pourrait aussi te voir comme un ascendant scorpion. Fait que je serais curieuse de voir comment ce côté-là de Mercure s'incarne pour toi. Ben, en fait, plus par rapport au scorpion, tu sais, c'est certain que moi, tout ce qui est justement intuition, tout ce qui est plus ésotérique un peu, tu sais, c'est quelque chose qui a mystique, pas... Exactement, c'est pas quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. En fait, on a baigné, par exemple, avec une grand-maman qui était très, ésotérique, mais spirituelle, mais un peu plus sombre, là. Sorcière, un peu. Très sorcière. Ouais. Ma mamie est très sorcière, mais très sorcière dans des choses qui étaient justement plus noires, plus sombres. Elle nous racontait beaucoup de choses en lien avec justement des rêves prémonitoires, tu sais, beaucoup de la magie, des choses comme ça. Je me souviens que la première fois qu'on était allé chez elle, ben en fait la première fois, pas la première fois, mais dans les premiers souvenirs que je me rappelle, on avait peut-être 7 ou 8 ans, puis on écoutait le film Magie Blanche. Magie Blanche, ouais, je pense que c'est ça. Avec les Sandra deux Bullock. sœurs, là, Larousse, puis... Je suis vraiment pas bonne pour les films. Magie noire, magie blanche, quelque chose comme ça, ouais. Amour et magie. Amour et magie. Amour Ouais, et je magie. pense que Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est un film justement avec tu sais, des rituels de choses hindoues, là, de poupées, pas hindoues, poupées vaudou. Avec un homme, là, justement, avec qui il était tombé en amour et tout ça. Donc, tu sais, c'est des souvenirs qui sont très comme justement sorcière avec auquel tu avais connecté, là. Oui, vraiment vraiment beaucoup. Mais tu sais, plus tard dans la vie, c'est arrivé, je dirais, autour de mes 25 ans, où vraiment j'ai senti que je connectais plus avec ce monde-là qui était plus spirituel. Comme je le disais avant le podcast, l'été de mes 25 ans, donc l'été où Lexi, ma première fille, est née, j'ai vu des libellules partout. Les libellules étaient rendues, en fait, mon animal totem, là, je l'avais appelé comme ça. Je me souviens d'avoir embarqué dans ma voiture et elle s'accrochait à mes cheveux, là. C'était vraiment comme, c'était très, très, très présent. Donc, puis après ça, là, j'ai vraiment développé justement beaucoup le human design. Moi, ça a commencé comme ça. Puis ensuite est venue l'astrologie. En fait, on est projecteur. Ah, oui, c'est toutes les deux, évidemment. Exactement. Donc, c'est ça. Plus de place, là... à travers la spiritualité, cette idée-là, justement, que tu aurais peut-être un ascendant scorpion en étant le deuxième enfant pourrait quand même bien fonctionner. Je serais curieuse de voir comment ta carte viendrait changer si on te mettrait justement cet ascendant scorpion, parce que c'était une technique qu'ils utilisaient, tu sais, anciennement, tu sais, ils prenaient premier bébé, première carte, deuxième bébé, deuxième carte, puis ça commençait à la maison 3, fait que la maison 3 devenait la maison 1, puis ton ascendant scorpion venait déterminer le reste de la carte, fait que c'est quand même...
Ça serait Intéressant, mais est-ce que tu vois aussi l'ascendant vierge? J'imagine qu'en ayant connecté avec l'astro, l'ascendant vierge, tu le vois quand même en toi aussi un peu. Assurément. Je dirais qu'en une phrase, mon ascendant vierge, comment je le vois, et ça va être une image, une métaphore qui est très drôle, mais même pas une métaphore parce que c'est la réalité. Je ne peux pas me coucher le soir s'il y a de la vaisselle dans le lavabo. Donc, le fait d'avoir autant de difficultés à lâcher prise sur les tâches ménagères et sur tout ça. La perfection, Oui. les attentes, avoir un côté un petit peu plus organisé aussi chez toi. Exactement. Donc, tout ça est très présent chez moi. Là. Je pourrais pas dire que je ne vois pas du tout l'ascendant vierge. Là. Ça prend beaucoup de place quand même. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce que t'es comme ça sur le ménage aussi ou t'es plus... Oui, mais je dirais que je pense que justement la personne avec qui je partage mon quotidien arrive à teinter un peu ce côté-là de moi où c'était très, 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 très présent à un moment dans ma vie. Mais quand j'ai été en couple avec cette personne-là, on dirait que lui, sa capacité à laisser aller, puis à être moins dans le contrôle, puis à être plus zen par rapport à ça m'apaise. Puis ça me permet de justement avoir un petit peu moins ce besoin de contrôle là, au niveau de ma maison. Tu sais, reste que j'ai vraiment ce désir-là que tu sais, ça soit propre, que ça soit organisé, mais moi je suis capable d'aller me coucher même si j'ai de la vaisselle. C'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une des premières représentations de comment ce placement-là peut s'incarner différemment pour vous. Tu sais, parfois l'énergie de la Vierge, moi en ayant un stellium en Vierge, mon chum vous le confirmerait, je suis la personne la plus bordélique de la Terre. J'ai zéro sens de l'organisation. Ben, pas zéro, là, je suis quand même organisée dans mon entreprise, des trucs comme ça, mais dans mon environnement, vraiment pas. Puis tu sais, moi, la Vierge, dans ma carte ciel, elle est dans la maison 12. Fait que c'est une maison qui est cachée, fait que c'est plus d'organiser l'inconscient, tu sais, d'aller analyser tout ce qui est un peu plus invisible, comme ce que je fais avec l'astrologie. Fait que la Vierge va se présenter de différentes façons, toi, plus à travers l'organisation de ton environnement, puis tes attentes ou un côté perfectionniste sur l'environnement dans lequel tu vis, puis toi, ben plus au niveau de justement ton leadership à gérer un système, à gérer un OBNL, tu sais. Puis exactement. À travers ce que tu partageais aussi, je voyais beaucoup... Mélissa, votre Mars en bélier s'activer, c'est l'énergie du leadership. Puis ce que tu disais aussi par rapport à ton partenaire, je trouve ça vraiment intéressant de le mentionner, que quand on côtoie des gens dans notre vie, si on l'imagine astrologiquement parlant, mais c'est comme si à chaque fois qu'on entre en connexion avec l'autre, ben leur carte du ciel vient se superposer à la nôtre, qui crée une synastrie, puis qui vient mettre en lumière certains de nos placements. Fait que si on nous voit comme des cartes du ciel ambulantes, puis qu'on imagine ta carte puis celle de ton chum qui vivent ensemble, ben tu sais, il y a des choses qui vont être activées tout le temps, tu sais, fait qu'ils vont prendre plus de place dans ta vie puis moins de place dans celle de Mélanie. Fait que j'imagine que pour toi aussi, tu sais, ton chum doit venir activer des choses qui sont différentes dans ta carte. Est-ce que tu le sens, ça? Assurément. En fait, mon chum a son soleil en poisson, lune en scorpion, mais il est aussi ascendant vierge. OK! Donc, on s'entend bien quand même. Tu sais, c'est quand même... Il est vraiment moins pire que moi. Il y a vraiment un lâcher-prise, en fait, beaucoup plus facile. Mais c'est une personne qui est très posée. C'est une personne qui va vraiment venir, moi aussi, m'apaiser d'une certaine façon. Je lui dis souvent que c'est un peu une petite boussole. Donc oui, vraiment. Mais assurément qu'il me fait beaucoup de bien par rapport à ce petit côté-là, tu sais, que j'ai justement de vouloir... que tout soit bien fait, puis c'est souvent lui le dimanche qui va me dire « Hey là, c'est pas grave si la brassée n'est pas pliée, puis c'est pas grave si les salles de bain sont pas faites, puis tu sais, fait qu'il va vraiment m'apporter comme ce petit lâcher-prise-là. » Ouais, fait que c'est intéressant de voir comment notre carte du ciel change dépendant des gens avec qui on interagit dans notre vie. Puis j'étais curieuse de savoir, Mélanie, parce que je vois beaucoup l'énergie de Mars en bélier, tu sais, l'énergie d'initiative, d'entrepreneur, de leadership dans Mélissa. Toi, comment ce placement de Mars en bélier peut se présenter dans ta vie? Est-ce que tu sens une énergie de leadership dans certains secteurs? Il est dans la maison 8 quand même dans votre carte. La maison 8 ce qui est souvent la maison que j'associe à notre processus de transformation intérieure. Tu sais, je sais que tu fais de l'intervention puis que tu joues beaucoup avec les thématiques de la psychologie qui sont des thématiques de la maison 8. Fait que je suis curieuse de voir comment tu... En fait, j'ai beaucoup de difficultés quand j'ai commencé l'astrologie avec ce placement-là parce que je m'y retrouvais pas. Je me disais, un Mars en bélier. Pourtant, tu sais, je suis la personne qui va beaucoup parler de ses peurs. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur que ça fonctionne pas, tout ça. Puis pourtant, chaque fois que j'ai dit ça,
ça a toujours fini par fonctionner. J'ai toujours trouvé la façon d'y arriver puis de concrétiser les choses, en fait. Donc, j'essaie que Mars en Bélier, j'essaie de plus l'incarner, j'essaie de plus le mettre au centre souvent. En fait, cette année, mon mot fort, c'était courage. Puis je me disais... Mars en Bélier. Mars D'ailleurs, en c'est Bélier. votre retour de Mars en ce moment, au moment où on enregistre. Fait qu'il y a quand même le courage de venir parler. Tellement intéressant, tellement. Donc, j'essaie vraiment de le mettre comme plus, c'est ça, au cœur, d'en être plus consciente aussi. Mais je pense que, par exemple, en intervention, j'apporte une couleur que la plupart des gens qui vont être autour de moi vont dire « Ah, tu vois, je l'avais jamais vu comme ça. Ah, tu vois, cette façon de faire-là, j'y avais comme pas pensé, c'est vrai, tu sais. » Donc, c'est peut-être initier de nouvelles méthodes en intervention. Ouais, initier des nouvelles explorations de leur monde intérieur. Tu sais, avec la maison 8, c'est comme d'être celle qui vient créer le spark, parce que souvent, l'énergie du bélier, tu sais, c'est l'équinoxe, je sais, c'est l'équinoxe. Et l'équinoxe de printemps, qui est le moment où est-ce qu'il y a comme le spark de feu qui revient, tu sais, fait que de donner ce spark-là pour, justement, vivre des transformations, explorer ses blessures, explorer ses traumas, puis aller plus dans l'énergie de la maison 8, là. Et dans la forme d'intervention que je choisis d'utiliser, c'est toujours très ludique. Je vais beaucoup utiliser l'humour, les images, les métaphores, et je trouve qu'avec le bélier, l'énergie qui est un peu enfantin, qui est très, tu sais, dans le plaisir, dans la passion, dans tout ça, je trouve que ça fait quand même du sens. C'est comme une spontanéité là-dedans. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis toi, Mélissa, je suis curieuse de voir comment tu le vis, ton leadership. Comme ça a-tu toujours été quelque chose qui était naturel pour toi de l'idée des groupes? Comment ça s'est développé? Ben, c'est très naturel, puis j'aime souvent dire aussi, tu sais, quand je passais des entrevues ou, tu sais, qu'on me posait la question, tu sais, c'est quoi ton style de leadership? Tu sais, moi, j'ai vraiment un style de leadership maman. Tu sais, moi, je suis une gestionnaire humaine, tu sais. Pour moi, l'humain, c'est la priorité de ma gestion. Tu sais, fait que moi... tu sais, je suis une gestionnaire qui laisse toujours sa porte ouverte. Je dis toujours à mes employés, moi, je veux que vous veniez me voir. Moi, je veux être accessible. Puis, je pense que c'est la raison pour laquelle aussi je me suis beaucoup tournée dans les dernières années vers les OBNL. C'est que j'ai cette latitude-là de pouvoir amener ma propre couleur. Puis, je me dis, étant donné que la mission de l'organisme, bien souvent dans un OBNL, c'est l'humain. Ouais. Ben, ça colle parfaitement avec mon style de gestion à moi, tu sais. Je pourrais pas, je dis souvent que on m'offrirait un salaire de 200 000, travailler à Montréal dans une grosse business, puis avoir un gros poste de gestion. Je pense que je serais pas capable de l'incarner. Ça serait contre ma façon à moi d'incarner mon style de gestion. Parce que je sais que j'aurais des balises plus serrées. Je sais que j'aurais moins de latitude. Je pourrais amener moins de ma couleur. Tu sais, j'aurais des règles à respecter. Moi, ce que j'aime dans un OBNL, puis souvent, c'est aussi ce que je vais dire à mon conseil d'administration, c'est, moi, j'ai besoin d'un conseil d'administration qui me fait confiance, puis qui croit en ma façon de faire les choses, tu sais. Fait que si mon conseil d'administration est là pour me suivre, puis que, dans le fond, je leur apporte un peu ma couleur puis ma vision, je suis la personne la plus heureuse du monde. Parce que, dans le fond, je sens que j'ai une confiance un peu aveugle, puis que je peux vraiment incarner mon style de gestion comme moi je le vis. Puis comme j'ai le désir de le vivre. À partir de qui tu es profondément. Puis je vois qu'il y a quelque chose qui vous relie aussi, puis c'est vraiment ce care-là pour l'humain. Je sais pas, l'OBNL pour lequel tu travailles, souvent quand on travaille pour un OBNL, il y a comme une cause où on est au service de l'humain, là. Est-ce qu'il y a un peu ça à travers ce que tu fais? Ben, dans le fond, moi, c'est un centre d'action bénévole. Fait que notre mission première, c'est de venir en aide aux aînés qui vivent de l'isolement. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment dans cette lignée-là où, oui, ça vient directement en aide à l'humain, là. Puis l'humain qui est plus, je dirais, plus vulnérable. Parce que, tu sais, l'aîné de 65 ans et plus qui vit de l'isolement, tu sais, on s'entend pour dire que c'est une clientèle qui est quand même assez vulnérable. Fait que oui, tu sais, puis ça me parle. Moi, j'ai aussi besoin de diriger quelque chose qui fait du sens pour moi. Si ça fait pas de sens, oublie-moi, je suis pas ta bonne personne, puis je suis capable de un dire. pourquoi là, que tu le fais. Un pourquoi, il faut vraiment qu'il y ait un pourquoi. T'sais, si j'ai pas mon why, non, ça marche pas. Je trouve ça intéressant parce que quand on parle des aînés, puis justement, c'est quelque chose qu'on
qu'on voit pas techniquement, c'est peut-être quelque chose qui est un peu même tabou, qui est un peu même caché, qui sont des thématiques qui sont reliées à la maison 8, puis toi en intervention, en allant jouer, j'imagine, avec les émotions un peu des gens, aller dans leur profondeur intérieure, fait que toi, c'est à travers les personnes qui sont cachées dans la société puis de qui on prend pas soin d'une certaine façon, puis toi, c'est à travers justement les émotions qui vivent à l'intérieur de nous, desquelles on prend pas soin, fait que votre leadership s'incarne toi plus intérieur, toi plus extérieur, mais il y a comme ce placement-là qui vient qui est similaire, tu sais, qui vient vous rejoindre ensemble. Je trouve ça exactement. Vraiment... Puis en fait, j'ajouterais peut-être aussi que c'est pas présentement, mais moi j'aspire, comme tu le sais, parce que on a déjà une rencontre à ce sujet-là, j'aspire à combiner l'astrologie et l'intervention et à ne faire qu'un jour. Ben oui. Donc, c'est vraiment au centre un peu de mes intérêts puis de mes objectifs de vie dans ma carrière. En fait, c'est vraiment d'arriver à ça. Donc là, on parle vraiment d'une... Oui, c'est ça, on parle vraiment d'une maison 8, là. Ouais, avec, vraiment, le côté plus occulte, le côté plus mystique aussi que tu amènes à travers ça, vraiment. Puis même l'essence du scorpion qu'on a parlé, qui serait peut-être ton ascendant hypothétique. Je trouve ça intéressant, puis je trouve ça tellement beau quand des gens font ça, d'emmener justement ces arts mystiques-là, ces traditions anciennes-là, dans des environnements qui sont moins habituel ou tu sais moins on voit rarement de l'astrologie dans, j'appelle ça le monde des moldus là. Je veux pas que personne soit insulté, mais des fois de juste tu sais qu'une infirmière emmène l'astrologie dans ce café, que des gens emmènent ça ailleurs que dans cette communauté là qui est un peu en marge de la société, tu sais, quand on aime l'astro on est souvent un peu perçu comme étant différent, puis je trouve ça vraiment cool que tu veuilles justement le partager puis l'utiliser comme un outil. Vraiment. Puis à travers, ce que vous dites, évidemment, dans votre carte du ciel, c'est activer votre stellium en cancer. Tu sais, il y a vraiment un désir de prendre soin des gens, d'être connecté à l'humain, connecté justement à l'énergie du collectif aussi, parce que votre stellium en cancer, Soleil, Chiron, Jupiter, Mercure, est dans la maison 11 dans votre carte du ciel. Fait qu'il y a vraiment l'énergie de la communauté. Puis deux placements que j'avais envie qu'on aborde, c'est de votre soleil qui représente souvent notre quête de vie, ce qu'on est venu apprendre ici, dans l'énergie du cancer, c'est dans l'énergie du prendre soin, de connecter à ses émotions, connecter à son intuition, qui est en conjonction avec la comète Chiron, qu'on appelle en astrologie le guérisseur blessé, qui est dans notre carte du ciel, l'endroit où est-ce que se trouvent nos plus grandes blessures, mais aussi notre plus grand processus de guérison, puis comment on prend ce processus de guérison-là pour le transmettre aux autres. Fait qu'en ayant Chiron en conjonction avec votre soleil, c'est que la guérison de cette blessure-là, puis la transmission de comment guérir la blessure va faire partie de votre quête de vie. Fait que là, on parle de cancer, on parle de maison 11, souvent avec l'énergie de Chiron en cancer, je dis que c'est une blessure qui est soit reliée à l'archétype de la mère en soi, à notre propre mère, à incarner la mère pour les autres, à prendre soin des autres. Puis Chiron dans la maison 11, mais c'est souvent de peut-être avoir eu de la difficulté à trouver un sentiment d'appartenance dans le groupe, dans la communauté, avoir eu des blessures en lien avec des amitiés. Donc, je serais curieuse de voir respectivement dans vos deux vies comment, ou même dans vos vies communes, tu sais, dans votre enfance, comment ça s'est présenté, cette quête-là ou cette blessure-là. En fait, quand on était plus jeune, c'est un thème là, qui revenait quand même beaucoup. Tout ce qui est rejet, abandon, je pense que c'est des choses à laquelle on a été exposés à travers nos expériences de vie. Ça nous est arrivé à certains moments au primaire, en fait. Là, à ce moment-là, on pouvait aller dîner à la maison. Donc, de partir de l'école, d'être entouré de nos amis, qu'on rit, tout va bien, de partir dîner à la maison et de revenir. Puis que les amis en soi, là, s'étaient fait des petites magouilles puis étaient contre nous après, donc on se sentait comme mis à l'écart, rejeté. Puis tu sais, à ce moment-là, on avait 7, 8, 9, 10 ans, mais je pense que durant notre vie, ça s'est quand même reproduit des situations comme ça où on a dû faire face à des expériences plus difficiles en amitié, où on s'est senti justement abandonné, rejeté. Puis je pense que toutes les deux, là, de différentes façons, mais tu sais, encore récemment quand même, là, tu sais, j'ai vécu des choses en lien avec des amitiés auxquelles je tenais qui ont dû s'arrêter pour des raisons X, Y, Z, mais tu sais, je sentais que j'étais encore là-dedans, dans ce type d'expérience. Comme une blessure qui se répète souvent, là, tu sais, au niveau de se sentir abandonné, puis de sa place dans un groupe, puis l'exemple que tu donnes de justement être vous deux ensemble, puis de vous faire rejeter, puis de vous retrouver vous deux, puis je trouve ça intéressant parce que il y a quand même une énergie qui est très familiale dans l'énergie du cancer, qui est très connexion émotionnelle, fait que le fait qu'à travers même ces blessures-là, que je vois à travers votre Chiron, ben
il y a quand même votre soleil en cancer qui vous réunissait ensemble, puis vous aviez toutes les deux au final, là, tu sais, pour vous soutenir à travers ça. On se braquait jamais une contre l'autre, Jamais. tu sais, fait qu'on savait que s'il se passait quelque chose, ben on se ralliait à notre sœur, là, tu sais, c'était comme, regarde, au moins on est deux. C'est ça. Eux, ils sont ensemble, mais au moins nous, on est deux. Est-ce que c'était rassurant, tu sais, d'être les deux ensemble? Est-ce qu'il y avait un sentiment de sécurité qui était créé par ça? Oui, évidemment, tu sais, souvent on se faisait dire « Oh, vous êtes tellement chanceuse d'être des sœurs, tu sais. » Puis, tu sais, en fait, oui, tu sais, quand t'es jeune, tu fais « Oh, ben, tu sais, tu vois pas vraiment la pertinence d'être deux. » Puis, tu sais, des fois, t'es comme « Ah, ben, moi aussi, j'aimerais ça juste être Mélissa ou juste Mélanie. » Tu sais, on était quand même des fois à la recherche de notre côté individuel, puis qu'on nous reconnaisse pour la personne qu'on était et non pas par ce qu'on était à deux, les jumelles, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, souvent on se faisait dire qu'on était chanceuse, mais c'est vrai qu'on était chanceuse parce que ça faisait en sorte que quand il y en a une qui vivait quelque chose de difficile ou une qui justement se sentait abandonnée ou rejetée, ben ça finissait qu'on avait toujours cette personne-là qui savait que au final, on pouvait compter l'une sur l'autre toujours. C'est la force du nous, puis je trouve ça beau parce que moi aussi, j'ai mon chiron dans la maison 11, puis moi aussi, j'ai vécu des moments d'intimidation où est-ce que je me suis retrouvée seule ou aliénée d'un groupe, puis je y pense, comme j'aurais aimé ça, moi, avoir quelqu'un avec qui je peux vivre cette peine-là. On dirait que quand tu vis la peine d'être rejetée en étant accompagnée, ben des fois, ça la rend un petit peu moins pire, puis tu y trouves de l'amour à travers ça, puis ça vous rend encore plus proche, d'une certaine façon. En fait, assurément, je suis d'accord avec ce que Mélissa dit, ça nous a vraiment aidés, mais il y a un autre côté de la médaille dont j'aimerais parler, c'est que je pense que parfois ça a alimenté beaucoup de colère, beaucoup de rage, beaucoup de haine, parce qu'on alimentait une et l'autre beaucoup ça. En fait, il nous arrivait des choses et on se disait « Ah, on va se mettre à la détester, ou cette personne-là », on broyait beaucoup de noir ensemble. Puis il y a un certain moment dans notre vie, plus, je dirais même adulte, où à un moment donné, j'ai dit à Amélie, je sens qu'on parle beaucoup en mal des autres. T'sais. On est toujours deux, on crée cet espace-là ensemble, puis je trouve ça lourd. Je trouve que c'est une énergie qui est négative. Donc, ça serait bien si on se concentrait plutôt sur les belles choses. Si on mettait plus l'accent sur d'arrêter de broyer ce noir-là ensemble parce que honnêtement je pense qu'on avait développé ce petit pattern. Mais je peux comprendre, puis tu sais, oui, en tant que sœur jumelle, mais aussi même en tant qu'amitié, quand tu as quelque chose, que tu vis une expérience difficile qui a été causée par une personne qui t'a fait quelque chose, ben t'as tendance à te répéter, mettons que t'es toute seule, tu te répètes dans ta tête, puis là tu te montes contre la personne dans ta tête, puis là ça finit par s'estomper, tu sais, les choses, mais si tu le ramènes tout le temps dans une conversation avec une amie ou avec quelqu'un, c'est comme si on se monte ensemble puis on alimente cette colère-là, puis ça, je trouve ça super intéressant de voir dans votre carte le carré entre Mercure en cancer, tu sais, qui pour moi est l'expression vulnérable des émotions dans la maison 11, c'est que par rapport à la place dans la communauté, par rapport au groupe, aux amitiés, qui vient en carré avec votre Mars en bélier, qui est un placement qui nous parle d'une colère spontanée, fait que c'est comme si il y a cette tension-là qui est nourrie à travers votre carte, puis que là, vous l'avez comme brisée, puis que vous canalisez ces énergies-là ailleurs, là, tu sais. Exact. Puis comme on était aussi, évidemment, très connectés l'une à l'autre, mais si elle vivait quelque chose de négatif, ben moi, je le ressentais. Puis en l'alimentant, c'est comme si on se sortait jamais de ça, puis qu'on vivait trop la colère de l'autre. Tu sais, on était comme des éponges. Puis vous protéger aussi, il y a ça dans le cancer, de vouloir que l'autre soit en sécurité, d'avoir comme Mama Bear qui vient pour ta sœur, d'être comme, elle a vécu ça, je suis fâchée, on est tellement connectés émotionnellement aussi qu'on vit les mêmes choses en même temps. Puis je pense que c'est pas pour rien qu'on vit dans des villes différentes qui sont quand même pas... maintenant, aujourd'hui. Parce que je pense qu'aussi dans notre vie d'adulte, on avait besoin aussi de vivre chacun nos choses de notre côté. Puis parce que, tu sais, veux pas, tu sais, on se les fait souvent poser comme question, quand il y en a une qui ressent quelque chose, est-ce que l'autre le ressent aussi, tu sais? Ben la réponse c'est oui, on est hyper connectés. Fait que de se protéger un peu de ces émotions-là, de dire, ben si on était toujours en symbiose puis on était prêts, on avait une proximité physique,
trop intense, mais je pense qu'il y a certaines émotions qu'on vivrait qui nous appartiendraient pas, puis qu'on serait pas capable de se dissocier de ces émotions-là, tu sais. Notamment, je pense à des émotions qui sont plus négatives, tu sais, mais aussi, tu sais, dans tout type de conflit ou quoi que ce soit, tu sais. Moi, c'est sûr là, que quand on habitait ensemble, puis que son chum, elle chicanait avec son chum, je le détestais, là. Mais ça m'appartenait pas, là, cette émotion-là m'appartenait pas. Mais moi, je me braquais contre lui, puis j'étais comme, hey, t'as fait chier ma soeur, tu sais. Puis là, il était comme, hey, mets-toi pas de ça. Ben oui, je vais m'en mêler, certain, tu sais. Fait que c'est plus fort que nous, tu sais. On n'est pas capable de se dissocier de cette émotion-là parce qu'on est connecté. Fait que je pense qu'il y a une raison pour laquelle aussi on vit pas dans la même ville et qu'on n'est pas voisins de maison, là. Puis là, même à distance, est-ce que vous ressentez des fois? Vous ressentez à distance? Ben en fait, il y a une petite anecdote quand on était jeunes. Ma sœur était en secondaire 2 ou 3 quand on a fait l'échange à Toronto. Elle était en échange à Toronto avec un groupe scolaire, puis j'étais à la maison. Moi, j'étais pas allée, en fait. Puis un soir, je me suis couchée en pleurant. Puis ma mère, elle m'a dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Puis j'ai dit, j'ai aucune idée. J'ai aucune raison de pleurer en ce moment. Puis elle a fait OK. Puis quand ma soeur est revenue de Toronto, on lui a posé la question s'il s'était passé quelque chose ce soir-là. Et elle a dit, oui, je me suis perdue dans le centre-ville de Toronto. J'étais perdue avec une de mes amies. Elle dit, j'ai eu tellement peur, j'ai pleuré, tout ça. Puis là, ma mère a fait, ah, ben ta soeur a pleuré ici à la maison ce soir-là pour aucune raison. Oh my God, j'ai pris son partout dans le corps, je trouve ça vraiment hot. Ça nous arrive. Ouais. Puis même à l'âge adulte maintenant, est-ce que ça vous arrive des fois de vous écrire, d'être comme, il se passe quelque chose? Ouais, oui, quand même. Tu sais, des fois, je vis une émotion, puis je sais pas pourquoi je vis une émotion. Mettons, je suis triste, puis j'ai pas de raison, là. Tu sais, je fais l'analyse dans ma tête, puis je suis comme, pourquoi je me sens triste aujourd'hui, tu sais, pourtant il fait beau, pourtant, tu sais, il y a rien qui pourrait me rendre triste aujourd'hui. Puis là, je suis comme, j'écris, tu sais, ça va-tu? Oh non, j'ai vraiment, tu sais, il s'est passé telle affaire. Ah, ok. Je comprends. Wow. Tu sais, c'est ça aussi l'énergie du cancer, tu sais, qui vient absorber. Puis là, on a parlé du chirurgien en cancer, de cette blessure-là, d'avoir été rejetée à certains moments. Puis je suis curieuse de voir comment ça s'incarne dans votre soleil, dans votre quête. Si je vous demandais, dans votre vie, c'est quoi votre pourquoi? C'est quoi votre volonté? Qu'est-ce que vous avez envie? Vous m'avez parlé avant qu'on enregistre de changer le monde. Qu'est-ce que vous changeriez dans le monde? Ben moi, c'est l'être humain. Moi, c'est... Je veux être là. Je veux faire une différence. Je veux m'impliquer. Je veux m'investir. Je veux donner de l'amour. C'est... Tout ce qui me motive dans la vie est humain. Ouais, la connexion humaine. Vraiment, vraiment. Émotionnelle aussi. Émotionnelle aussi. J'ai vraiment envie toujours de faire une différence. Tu sais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Moi aussi, mais peut-être d'une autre façon. Ah, j'aime ça. Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de facilité à l'école, puis j'avais beaucoup aussi de choses qui m'intéressaient. Tu sais, j'avais beaucoup d'aptitudes dans différents domaines, puis souvent, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu sais, je savais pas parce que j'avais beaucoup d'intérêt. Moi, j'avais besoin d'explorer un peu, puis j'avais vraiment pas une idée préconcise de ce que j'allais faire dans la vie. Mais s'il y a une chose que j'ai commencé à dire, puis j'étais pas très vieille, là, tu sais, même peut-être avant de débuter le secondaire, moi, mon why, c'était je ne veux jamais manquer de rien. Moi, je vais avoir un métier qui va aller avec mes valeurs, mais qui va m'apporter une sécurité financière dans ma vie et où je vais pouvoir en faire profiter les autres autour de moi. Moi, c'est comme... Moi puis mon chum, on investit dans des trucs immobiliers. On a acheté des terrains dans les dernières années. On est à notre 3e maison ensemble. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. T'sais, on est beaucoup comme dans business-wise. Là, Puis, mais cet argent-là, au fond, on le fait pas pour nous. On le fait pour qu'on puisse amener nos parents en voyage. Pour que la mère de mon chum, on puisse vivre des beaux moments avec elle. Tu sais, c'est pas dans le matériel. Nous, on veut manquer de rien, puis on veut en faire bénéficier créer un espace pour que les gens puissent prendre de l'expansion. C'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que tu prends soin comme à travers les ressources, à travers le concret, un peu comme je disais tantôt, à travers quelque chose qui est plus
extérieur, tandis que toi, tu prends soin à partir de l'intérieur, puis vous venez vous compléter un peu de cette façon-là, tu sais. C'est ça, exactement. Moi, j'ai toujours été la personne qui dit, tu sais, autant à ma soeur qu'à mon frère, parce qu'on a un frère plus jeune aussi, puis à mes parents, hey, si jamais t'as besoin que je te prenne des sous, là, ou si c'est pas un bon mois, ou quoi que ce soit, ou tu manques quelque chose, dis-moi-le, là. Tu sais, j'ai toujours été la personne qui back en arrière, là. Puis, tu sais, moi, je suis comme, moi, je vais m'arranger, là. Tu sais, moi, c'est comme si je me donne le rôle dans ma famille immédiate d'être celle qui va prendre soin des gens, puis qui va faire en sorte qu'ils manqueront jamais de rien. Mais t'es très nourricière, en fait. Ouais, c'est vraiment un rôle, tu sais, comme de nourrir, tu sais. Fait que peu importe la façon de se nourrir, c'est elle. Quand on veut plus aller chercher justement des réponses, creuser tout ça, tu sais, même mes parents, ça va être vers moi qu'ils vont aller, tu sais. On a chacun quand même nos rôles, mais on a toujours dit à quel point on était complémentaires. Oui. C'est comme une pièce de casse-tête. On est vraiment complémentaires. Ouais, je vois l'eau et la terre là, à travers vous. Toi, l'eau, elle, la terre qui vient créer le contenant, puis toi qui viens de nourrir. Il y a comme quelque chose, puis il y a plein d'archétypes de votre carte qui s'éveillent à travers ça. Autant quand on parlait de l'ascendant vierge, l'ascendant scorpion hypothétique, ça fonctionne. Puis il y a une autre théorie sur les jumelles dans la carte du ciel qui dit que quand on a une opposition dans la carte du ciel de jumelles, il y en a une qui va incarner un point de l'opposition, puis l'autre va incarner l'autre, où ça va valser, mais on va tout le temps danser entre ces deux points-là. Puis l'opposition que vous avez dans votre carte du ciel, c'est entre Saturne en Capricorne en maison 5 et Jupiter en Cancer en maison 11. Il y a d'autres planètes qui sont incluses là-dedans, mais celles qui sont le plus en opposition précise, ce serait ces deux-là. Puis quand tu me parles de justement cette capacité-là à prendre soin à travers les ressources, je vois beaucoup l'énergie de Saturne en Capricorne qui vient créer un espace sécuritaire pour que les gens puissent exister puis s'épanouir. Puis dans l'énergie de Jupiter en Cancer, je vois comme un genre d'expansion, de connexion émotionnelle, tu sais, à travers ça. Fait que j'ai l'impression que je te vois beaucoup dans le Jupiter en Cancer puis le Saturne en Capricorne. Est-ce que vous le sentez un peu, cette énergie-là? Assurément. Moi, quand je regarde ma carte du ciel puis que je vois le Capricorne, je vois ma sœur. Vraiment. Puis je suis comme, oh, ok, moi j'ai de la difficulté à me retrouver un peu là-dedans. Mais quand je regarde le Jupiter en Cancer, je suis comme, ok, là je me reconnais, là c'est chez moi. Exactement. Puis je trouve ça intéressant parce que la maison 5, c'est la maison des enfants, c'est la maison de la créativité, c'est la maison du plaisir, c'est aussi la maison de l'entrepreneuriat parce que c'est tout ce qu'on crée en fait. Fait qu'on crée nos enfants, on crée nos projets. Fait que le fait qu'il y ait Saturne en Capricorne dans la maison 5, pour moi, ça représente d'être capable de... Tu sais, moi, j'ai Saturne aussi dans la maison 5. Je suis entrepreneur, je crée les fondations pour mes projets créatifs, puis c'est un peu ça que tu as fait toi aussi, tu sais, de créer tes fondations, de leader quelque chose, puis toi, ben il y a quelque chose qui est quand même très social dans ce que tu fais, c'est intervenante sociale. Oui, intervenante psychosociale, exact. Ouais, c'est ça. Fait que psycho, tu sais, ça va dans les profondeurs, ça va dans les émotions, dans l'énergie du cancer, fait que... Ouais, c'est cette théorie-là aussi confirmée. Les deux fonctionnent. Exactement. Une autre chose que j'avais envie qu'on fasse, puis avant qu'on plonge là-dedans, je voulais qu'on ait regardé différents transits dans votre vie d'événements que vous avez vécu, mais il y a quelque chose que tu as partagé, Mélissa, par rapport à aimer plein de choses qui m'a fait allumer sur votre placement de Vénus en Gémeaux dans la maison 10, puis j'aimerais ça qu'on voit comment ce placement-là se présente dans votre vie. Souvent, l'énergie de Vénus, ben, c'est les relations, c'est la créativité. Dans l'énergie du Gémeaux, on veut explorer à travers une multiplicité de choses, être vraiment versatile dans ce qu'on aime, dans ce qu'on crée, dans les personnes avec qui on a envie de connecter. Puis dans la maison 10, c'est dans la sphère professionnelle, la sphère de la carrière, notre rôle dans le monde. Souvent, ça nous parle d'incarner différentes facettes de nous puis d'aimer plein de choses en même temps. Est-ce que c'est une énergie que vous sentez toutes les deux dans votre vie, d'avoir plusieurs intérêts puis d'être un peu versatile dans ce que vous faites dans le monde? Ben moi, je pourrais pas avoir un travail qui nécessite d'être assis sur un bureau puis de faire systématiquement la même chose. Moi, j'ai besoin vraiment, pour moi, la polyvalence d'un poste professionnel, c'est une des choses qui me faire plusieurs choses en même temps. Ouais. Faut pas que ça soit routinier, faut que j'aie des défis, faut que ça soit, que je touche à une multitude de choses. Puis il faut aussi que je me suis rendu compte avec les années, mon côté créatif, faut qu'il y ait de la place. Parce que si mon côté créatif, il n'y a pas de place, puis qu'il faut que je m'en tienne à un plan qui est très serré, puis que j'ai des consignes qui sont trop claires, je finis par décrocher. Fait qu'il faut que j'ai de la place pour justement, je le disais un peu tout à l'heure, mettre de la couleur, mais aussi toucher à plein d'affaires. Tu sais, un poste de direction générale
en soi, ça porte plein de chapeaux. Tu sais, comme ça passe par la finance, ça passe par la gestion des ressources humaines, ça passe par la gestion de projet, tu sais, ça passe par plein d'affaires. Fait que moi, je me retrouve beaucoup là-dedans. C'est sûr. C'est exactement ça, la maison 10 en Gémeaux, porter plein de chapeaux. Toi, t'as-tu l'impression que tu portes plein de chapeaux? En fait, j'ai pas l'impression que je porte plein de chapeaux, mais j'ai eu à un certain moment, en fait, juste avant d'être en clinique privée, j'étais dans une école secondaire privée et ma collègue qui est travailleuse sociale, qui, elle, était coordonnatrice des services psychosociaux, m'a apporté pour la première fois de ma vie dans mon rôle professionnel une multitude de projets et j'ai compris que derrière tout ça, c'était tellement important pour moi de pouvoir créer, de pouvoir amener l'intervention à plein de niveaux, que ce soit au niveau préventif, que ce soit au niveau de plein de sortes de clientèle. Plein d'outils aussi. Exactement. Donc là, dernièrement, en fait, j'ai assisté à un gros projet qu'on avait mis en place dans l'année scolaire, en fait, actuelle. Puis j'ai vécu le colloque santé mentale jeunesse qu'on a fait. C'est de l'intervention, mais c'est pas directement de l'intervention. Donc on y va plus au niveau de la prévention. Puis c'est un projet de cœur que j'avais, donc d'être capable d'avoir des projets au centre de ma carrière, puis d'aller pouvoir toucher, que ce soit à différents types de clientèle ou développer différents types d'outils, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle. Puis je le savais pas jusqu'à ce que je le vive concrètement. C'est peut-être pas versatile dans tes rôles, mais c'est versatile dans ce que tu explores à travers ta carrière aussi, tu sais, dans ce que tu crées. Quand tu parlais tantôt aussi de vouloir jouer, tu sais, puis d'emmener du plaisir à travers tout ça, ça fait très Gémeaux, tu sais, la légèreté, comme la connexion aussi avec les autres, un côté social, tu sais. Totalement. Puis je trouve on met beaucoup d'emphase sur le fait que justement, tu sais, la relation d'aide, la psychologie, tout ça, c'est lourd, tu sais. On va s'asseoir devant quelqu'un, on doit lui parler, tu sais, ça apporte quelque chose, tu sais, une certaine charge, une certaine lourdeur. J'ai pas envie que les gens voient l'intervention de cette façon-là. J'ai envie que les gens voient ça comme une porte qui est ouverte, un espace de connexion, comme on se le disait tantôt, un endroit pour pouvoir aller chercher des réponses. C'est comme une quête, tu sais, j'ai vraiment envie... pas obligé de faire peur, tu sais, ça peut être fait dans le plaisir puis dans la curiosité aussi. Vraiment beaucoup, puis depuis très longtemps, là, j'ai vraiment envie d'amener cette idée-là, en fait, que ce n'est pas simplement deep, en fait, là, de la psychologie. Ah, j'adore. Vous l'incarnez bien toutes les deux, là. Je vais ouvrir les cartes du ciel, justement, des événements dont on a parlé. Donc, ce que je vais te demander, c'est de nous décrire un peu, une après l'autre, ces événements-là que vous avez choisis. En fait, ce que je vous ai demandé, c'est de choisir un événement marquant de votre vie pour aller voir comment ça s'incarne dans votre carte du ciel, puis voir aussi, en tant que jumelle, au même moment, qu'est-ce qui se passait dans votre vie, puis quelle partie de votre carte ça active, en fait. Qui aimerait commencer? Ben, je peux commencer. Oui. Alors, moi, je dirais que mon événement marquant, c'est arrivé le 28 mars 2009, où j'ai perdu ma meilleure amie dans un accident de voiture. Donc, elle est décédée là, après l'accident, quelques jours après l'accident, où on a décidé de la débrancher. Donc ça serait mon événement marquant. Pourquoi c'est marquant? Ben, parce que ça faisait pas très longtemps que je connaissais cette personne-là. Mais du moment où je l'ai vue à la première journée de ma rentrée au cégep, je me souviens exactement ce qu'elle portait. Je me souviens exactement de son aura, de sa lumière, où ça m'était jamais arrivé dans les 18 dernières années de trouver une personne qui faisait autant de sens pour moi, autre que ma soeur jumelle. Parce qu'on est constamment à la recherche, quand on est jumelle, on est constamment à la recherche, puis on en parlait tantôt, d'une meilleure amie, de quelqu'un qui va être autre que notre soeur jumelle, parce qu'on le sait là, au fond de nous que notre soeur jumelle, ça va être la personne qui va toujours être là pour nous, mais tu sais, avec notre recherche d'être une personne en soi, puis de trouver notre individualité. De trouver son propre cercle. Ça me fait penser aussi au soleil en cancer en maison 11, ça, d'être comme à la recherche de sa tribe, de sa communauté, de sa place, de ses propres personnes aussi. Voilà. Cette personne-là venait vraiment me faire vivre quelque chose que j'avais jamais vécu avant dans les 18 dernières années. Fait que c'était une personne qui était très spéciale pour moi. Puis c'est aussi quelqu'un qui était très 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 complémentaire à ma personne, à moi à ce moment-là, où on était comme le yin et le yang. J'avais l'impression que tous les bons côtés de sa personne à elle, elle me les transmettait et vice versa. On venait vraiment avoir une complicité qui était vraiment très forte.
T'as-tu comme l'impression de perdre une moitié, tu sais? C'est souvent ce que j'ai dit. J'ai eu l'impression de perdre une moitié de moi-même. Puis pourquoi cet événement-là aussi est marquant, c'est que j'ai l'impression qu'à ce moment précis-là dans ma vie, je me suis donné comme mission de toujours vivre pour deux. Je me souviens dans mon parcours scolaire avec elle où on était toujours en équipe, puis quand on faisait des présentations orales, c'était elle la leader. Puis moi, j'étais pas très bonne en présentation orale. Tu sais, quand on était plus jeune, ma soeur était plus la leader. Moi, j'étais plus celle qui suivait. Puis dans ce rôle d'amitié-là, c'était un peu la même chose que je retrouvais. C'était, elle prenait le lead, puis moi, je suivais, tu sais. C'était sécurisant, je pense. C'était sécurisant pour moi, mais à un moment, elle, comment qu'elle le vivait, c'est qu'elle me disait, oui, ok, je vais l'aider, mais t'es capable. Elle t'a comme donné cette confiance-là. Exact, cette confiance et cette propulsion-là de dire, ben oui, moi je vais le faire, mais je serai pas toujours là pour le faire à ta place. Et il y a beaucoup d'éléments aussi dans notre vie ensemble où elle mettait des mots beaucoup sur la mort et où j'avais l'impression qu'elle me préparait à son départ. Ah! Ouais. Elle te parlait de la mort ou... On me parlait de la mort. C'est arrivé 2 fois que je me souviens très bien. Une fois où elle m'a dit, on était assis à la cafétéria, puis elle m'a dit oh, j'ai rêvé cette nuit-là à quelque chose, là, puis elle dit, on dirait que je suis pas capable de m'en remettre, là. Elle dit, je file pas ce matin. Je dis, ah ouais, pourquoi, tu sais? Elle dit, j'ai rêvé que mon chum, que je mourrais, puis que mon chum, il se faisait une nouvelle blonde. Puis elle dit, je me souviens de me voir en haut, en train d'être témoin de la situation que mon chum se faisait une nouvelle blonde. Puis elle dit, oh, ça m'a tellement rentré dedans, là, tu sais. Oh, wow! Puis, parenthèse, je me rappelle de son hommage à son chum le jour de ses funérailles et je me souviens encore de quelque chose qu'il avait dit. T'étais la toile de ma vie. Il avait dit que... En tout cas, c'était tellement beau. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, parce que Mélie m'avait raconté un peu cette anecdote-là, puis je me souviens, puis je me disais, Valérie, en ce moment, elle serait tellement fière, puis tellement contente d'entendre que son chum, malgré, tu sais, ce rêve-là qui est finalement devenu une réalité, tu sais, comme il va avancer, puis finalement, tu sais, c'est probablement ce qu'elle voudrait pour lui, tu sais. Ben oui. Exactement. Puis, tu sais, elle me le verbalisait, elle me l'a déjà aussi verbalisé parce qu'elle avait eu un accrochage en venant à l'école avec sa voiture. Puis elle était comme, oh mon Dieu, si je m'en étais pas sortie, puis j'étais décédée, puis tout ça. Puis j'étais comme, ben mon Dieu, tu sais, c'est intense, là, pourquoi tu dis ça? Calme-toi, là, tu sais. Mais qu'elle portait un peu en elle. Là. Exact. Puis pourquoi ça a été aussi marquant, je pense, dans ma vie, son départ, c'est que je me suis vraiment aussi propulsée après. J'ai eu l'année qui a suivi, ça a été vraiment difficile pour moi, mon deuil, parce que j'étais aussi, tu sais, je commençais à être une jeune adulte, je découvrais, tu sais, j'étais au cégep, je découvrais un peu ce que j'aimais pas, tu sais, ce que je voulais faire dans la vie, c'était un petit peu quoi ma direction. Puis j'ai toujours senti que j'étais accompagnée par elle. Depuis ce jour-là, et je la sentais régulièrement, là, son énergie venait vers moi. Souvent, j'étais assise dans l'auto et puis là, je sentais du bout de mon orteil jusqu'à ma nuque une énergie montée, une énergie froide, puis qui me donnait là, des frissons à travers le corps. Puis où je me disais, quand j'avais des grosses décisions à prendre dans la vie, là, tu sais, des chemins où je me disais, OK, là, je suis à croiser des chemins, là, je vais à droite ou je vais à gauche. Là. Puis là, je me disais, Val, regarde, donne-moi un signe, là, aide-moi à prendre une décision, je ne sais pas, je suis perdue, je ne sais pas où m'en aller. Ça prenait souvent quelques heures, puis je savais exactement le chemin que j'avais à prendre. As-tu l'impression qu'elle t'a donné du courage? Du courage, beaucoup de courage, et c'est comme si, avec son départ, elle m'a laissé tout le bon côté qu'elle allait me transmettre de son vivant. Ben, avec son décès, après son départ, c'est comme si elle m'a tout transmis ça. Elle s'est dit, regarde, je partirai pas avec ces outils-là. Je vais te les donner, tu sais. Fait que, écoute, tu sais, on le dit souvent, moi, ma soeur, elle conduit dans des chemins où elle connaît, mais elle est pas très exploratrice, puis elle a pas vraiment
le sens de l'orientation. Moi, tu me demandes d'aller n'importe où. Je suis allée en Californie, on avait une voiture, j'ai conduit toute la route là-bas. Wow. Tu sais, moi, je donne Take mon the lead, auto. là, Ouais, maintenant, là. exactement. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis pour moi, ça vient réactiver. On parlait tantôt de ce carré-là entre votre Mercure en Cancer, tu sais, qui est votre direction de vie, puis dans le secteur de l'amitié, de la communauté, de la maison 11, puis votre Mars en Bélier qui est dans la maison 8, qui crée comme une tension. Puis c'est intéressant parce que les personnes qui sont nées de jour, comme vous, leur planète maléfique, c'est Mars. Fait que c'est donc le placement de Mars dans votre carte du ciel qui va vous montrer où est-ce que vous allez vivre les plus grands défis. Mars étant placé dans la maison 8, qui est la maison du deuil, de la mort, de devoir laisser aller certaines choses, bien souvent c'est relié à ça. Fait que ça peut être de devoir laisser aller des relations. Tu as parlé que tu avais eu des conflits dans tes relations d'amitié, toi aussi. Tu as laissé concrètement aller une amie. Fait que comme je vois beaucoup cet événement-là à travers ça, puis le fait que Mars soit connecté par un carré, par un aspect avec Mercure, qui est votre direction de vie, j'ai l'impression que cet événement-là, tu sais, puis Mars en Bélier, pour moi, c'est aussi le courage, le leadership, puis qu'à travers, justement, ces expériences-là difficiles que vous avez vécues chacune à votre façon, vous avez gagné du leadership, vous avez gagné un genre de changement sur votre direction de vie, vous avez cultivé la confiance en vous, vous avez cultivé le courage, peut-être que toi aussi, à travers des moments de ta vie où tu as vécu certains deuils, tu as ressenti ça, fait que c'est comme, autant ce carré-là peut nous mettre à défi, mais autant il peut nous propulser encore plus loin, puis encore plus nous aligner sur notre cœur, tu sais, Mercure en Cancer, notre vulnérabilité, ce qu'on veut, puis d'être connecté d'une certaine façon à quelque chose de plus grand à travers ça, là. Exact. C'est comme si à partir de ce moment-là, c'était facile pour moi de trouver un sens à ma vie, tu sais, où j'avais constamment l'impression que j'étais guidée puis que j'allais jamais avoir de difficulté à trouver mon chemin à moi, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça intéressant. J'ai fait beaucoup d'ateliers ou de podcasts en lien avec le deuil ou la mort dans les derniers temps, puis tu sais, comme notre carte natale, c'est une image de notre chemin de vie, mais la carte du décès d'une personne, vue à travers notre carte du ciel, comme je suis en train de l'observer en ce moment, ça montre un peu c'est quoi le legs que cette personne-là va avoir sur notre vie. Puis au moment de l'accident, en fait, de ton amie Valérie, c'est dans la saison du Bélier, dans votre maison 8, c'est qu'on avait le Soleil, Vénus et Mercure, qui est votre maître d'ascendant, votre direction de vie, qui était dans la maison 8, en conjonction aussi, non pas avec Uranus cette journée-là, je me mélange de cartes, mais il y avait quand même Soleil, Vénus, Mercure qui venaient mettre en lumière ce secteur-là. Fait que c'est comme si tout ce qu'on vient de parler par rapport au leadership, à avoir le courage, tu sais, à prendre sa vie en main, à créer sa réalité, ben elle te transmis ça, puis ça on voyait dans le ciel aussi en même temps à travers les symboles puis à travers les énergies. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Et moi, au moment de l'accident de Valérie, j'étais en train de me séparer de mon premier chum. Ah oui, fait que t'as quand même vécu un laisser-aller toi aussi à ce 100%. moment-là. Ouais. Puis est-ce que t'as l'impression que cet événement-là dans ta vie t'a emmené plus de leadership, plus de courage ou de confiance? Hein, Assurément. ouais. Parce que je pense que je n'aurais pas eu j'étais pas celle qui habituellement laissait. J'étais plutôt celle qui laissait se dégrader les choses et finir par laisser l'autre personne prendre cette décision-là. Et je pense que, en fait, assurément que c'est la première fois de ma vie, probablement, que c'est moi qui ai pris cette décision-là et qui l'ai tenue jusqu'au bout. C'est ça. C'est l'incarnation de votre placement de Mars en Bélier à travers ces deux événements-là. Merci pour votre ouverture. Merci de nous avoir partagé ça. C'est quand même quelque chose d'assez intense à vivre. Je peux pas m'imaginer. Si on va aussi, parce qu'on avait aussi ton événement marquant que tu avais choisi, puis je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait un lien entre les deux, fait qu'on en parlera après, mais vas-tu nous raconter un petit peu ce que tu as choisi comme événement? Oui, donc moi, mon événement, en fait, c'est la naissance de ma fille, qui est mon premier bébé. Elle est née le 10 juillet 2015, le jour de mes 25 ans. Et des 25 ans de Mélissa. Donc, le jour de notre fête est arrivé mon premier bébé. Retour solaire, naissance d'un enfant, c'est parfait. Exactement. Donc, je trouvais ça intéressant d'apporter cet événement-là marquant parce que ça nous rejoint aussi, ma soeur et moi. Donc, ça fait partie de notre histoire. À partir du moment où Lexi est arrivée dans ma vie, on était 3. Le même jour, avec la même date de fête. C'est la naissance d'un enfant, y a-t-il quelque chose qui nous transforme plus que ça, qui change notre chemin de vie? T'sais. Pas vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu as l'impression que ça a changé dans ta vie, l'arrivée de ta fille?
En fait, je l'ai nommé un peu plus tôt, mais cet été-là, c'est vraiment comme une espèce d'éveil spirituel que j'ai senti, là, tu sais, si Avec on... les libellules, Oui, ouais. exactement. Si j'ai un moment, là, à nommer dans ce point de départ-là, je dirais que c'est vraiment à ce moment-là. Donc, Lexi est venue apporter quelque chose au niveau de l'énergie du cancer, là. En fait, plus j'y pense, plus je me dis que le Mars en bélier était beaucoup, même très présent quand j'étais jeune. Mon père, il disait toujours que j'étais très dure. Il disait toujours que j'avais un sale caractère. Il disait que j'étais quelqu'un de très prompt, qui réfléchissait peu, tout ça. Puis à partir du moment où je suis devenue maman, on dirait que tout ça, j'ai réussi à laisser aller. Ça l'a tellement, tellement adouci de choses de devenir maman pour la première fois. J'ai commencé à connecter à l'instant présent, chose que j'avais toujours eu tellement de difficulté à faire. J'ai allaité Lexi pendant 8 mois. J'ai fait du cododo avec Lexi. Ça a été vraiment une connexion très, très particulière. C'était aussi le premier bébé de la famille. Donc, elle a apporté une énergie nouvelle à tout le monde. Là. C'est vraiment... Toi aussi dans ta vie, j'imagine. Ben écoute, puis on était tellement connectés, tu sais, elle était toute bébé, puis on avait, à ce moment-là, on habitait une près de l'autre, là. Tu sais, fait que pendant au moins les 3 premières années de sa vie, là, on était vraiment, tu sais, très, très souvent ensemble, puis j'étais comme l'extension de sa mère. Ben oui, c'est ça. Puis écoute, même aujourd'hui, tu sais, elle me voit rêver... tu sais, elle me serre fort, puis tu sais, c'est elle, là, je me suis fait tatouer, Wow! Puis, tu sais... Elle se regarde, elle dit toujours, Titi, montre-moi ton tatou de moi. Mon Dieu, je suis tombée émue, c'est beau! C'est beau! C'est vraiment cute. Fait que ça a été un événement significatif pour toi aussi, la naissance de ta nièce. Vraiment, tu sais, puis c'est ça, c'était comme ma fille, tu sais. Puis je me souviens à mon garçon, quand j'ai annoncé à Alexis que j'étais enceinte, je me disais, elle va tellement être contente parce que, tu sais, Lexi, elle aussi est dans l'énergie du cancer. Ben oui, c'est une petite maman. C'est vraiment une petite mère, là. Fait que là, tu sais, j'arrive chez Mélane, puis là, tu sais, je m'installe, puis là, je dis, Titi, elle a quelque chose à te dire, tu sais. Fait que là, elle me dit, oui, quoi? J'ai dit, ben, tu vas avoir un petit cousin, une petite cousine, tu sais, Titi, elle a un bébé dans son ventre. Et elle s'est mise à pleurer. Oh! Pleurer de joie, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On savait pas, non. Elle a dit, non, t'es ma Titi. Tu sais, c'est comme je vais perdre ma place. Elle était protectrice, vraiment protectrice. Fait que là, j'ai dit, ben non, ça arrivera jamais, tu perdras jamais ta place, ça va être différent, mais tu perdras jamais ta place. Puis là, pendant une bonne demi-heure, là, elle était collée contre moi, puis là, elle me disait, ben, puis là, je disais, ben non, c'est une belle nouvelle, tu sais, mais c'est ça, c'est comme si elle se disait, non, c'est moi ton bébé, tu sais. Ouais. Depuis jour 1, moi, j'ai 2 mères. Puis là, ben, tu es en train de me dire que tu vas devenir mère d'un autre enfant. C'est comme un enfant qui va avoir un frère ou une soeur, là, tu sais, c'est la même raison. C'était vraiment ça, là. Wow. Puis du moment où mon fils est né, mon fils a 2 ans en ce moment, et c'est l'amour de sa vie, là. C'est souvent, elle va dire, à sa mère, maman, j'aimerais ça que Lou, ça soit notre frère. Ouais, j'aimerais ça. C'est trop cute! Il s'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis en fait, ben, mon garçon qui est plus jeune, qui a 6 ans, Lucas, c'est le fils de Melissa. Puis en fait, mes enfants, c'est Lexi et Jake. Puis Lexi, Jake et Lucas, c'est un trio, là, c'est les 3 mousquetaires. Là, ils ont un lien extraordinaire, ces enfants-là. Vraiment, vraiment. Même s'ils se voient pas si souvent que ça. C'est dans la proximité. Incroyable. Ils arrivent un envers l'autre et il faut qu'ils se touchent, il faut qu'ils se donnent des becs, il faut qu'ils se collent. C'est jamais assez. Tu sais, je peux passer 3 jours, puis la 3e journée, quand je m'en vais, c'est la catastrophe parce que ça n'a pas été assez long, puis on n'a pas... Il y a vraiment cette connexion. C'est comme en étant, justement, en ayant des mères qui sont jumelles, qui sont connectées de cette façon-là, c'est peut-être que ça se ressent à travers l'énergie, à travers leur ADN, là, aussi. Assurément, je suis certaine. Wow! C'est vraiment beau. Puis je trouve ça intéressant parce qu'à travers vos 2 événements, comme je disais un petit peu plus tôt, il y avait des placements similaires qui étaient activés. Souvent, quand on va regarder l'énergie d'une journée en particulier, on va aller voir l'énergie de la Lune, parce que la Lune, c'est un astre qui avance quand même assez rapidement, change de signe environ 2 jours, 2 jours et demi. Fait que autant dans la naissance de Lexi que de l'accident de ton amie Valérie,
la lune était en taureau dans ces 2 fois-là. Puis je trouve ça intéressant parce qu'elle était en taureau dans la maison 9. Puis la maison 9, c'est la maison qui, bon, concrètement, nous parle des études, du voyage, de notre philosophie, de nos croyances, de tout ce qui nous invite à un peu aller explorer, en quelque sorte. Je l'appelle souvent la maison de l'éveil de la conscience parce que c'est tous ces outils-là, voyage, apprentissage, qui nous permettent d'avoir un certain éveil spirituel puis de connecter à quelque chose de plus grand, tu sais, quand tu vas voyager, c'est à travers la culture, tu sais, fait que il y a vraiment cette idée-là que ça vient faire le pont entre le concret et l'invisible, puis que ça vient toucher à comme tout ce qui est notre processus d'éveil spirituel. Tu l'as nommé, toi, la naissance de Lexi, ça a été comme un éveil spirituel, puis toi aussi, ben j'imagine qu'après le décès de ton ami, qu'il y a eu une genre d'évolution, tu sais, ou un genre de compréhension de quelque chose, ou un genre d'alignement à ta vérité, tu sais. Tout à fait. Fait que c'est intéressant de voir que la lune, cette journée-là, venait refléter justement ce secteur-là de votre carte du ciel. Puis là, on parlait un peu aussi de Lexi, puis je trouve ça intéressant parce que, bon, on est emmené, ben, le jour de votre anniversaire, le jour de votre retour solaire, le soleil était revenu exactement à l'endroit où il était au moment de votre naissance, puis quand on vit un retour solaire, c'est ce qui arrive à chaque année environ le jour de notre fête, c'est comme un réalignement de notre quête de vie, tu sais. Puis toi, pour toi, Mélanie, dans ta vie, réellement que ta quête soleil en cancer, devenir mère, clairement, mais toi aussi, devenir une deuxième mère, tu sais. Maintenant que tu le racontes comme ça, j'avais pas réalisé à quel point que c'était, tu sais, vous étiez en proximité à ce moment-là, puis que ça a été l'incarnation de votre soleil en cancer, l'incarnation du rôle de mère d'une certaine façon, de manière différente dans votre vie, tu sais. Exact, puis on s'en était parlé un peu avant le podcast. En fait, Mélissa a assisté à mon accouchement, à la fin de mon accouchement, donc quand j'ai poussé, puis que, en fait, Lexi est née, Mélissa était là à côté de moi, donc, tu sais, puis ce qu'elle racontait, en fait, la petite anecdote drôle, c'est qu'elle a fait une petite chute de pression, en fait, en me voyant coucher sur la table d'accouchement, parce que pour elle sentait que c'était elle qui était en train de le faire, là, donc, tu sais, c'est quand même vraiment intéressant de voir que notre point de départ se situe cette même journée-là, avec la naissance de ma fille. Comme tu l'as expliqué, moi, c'est mon point de départ de la maternité, puis elle, c'est le point de départ aussi d'une certaine forme, en fait. Puis d'observer aussi la maternité, tu sais, de le vivre à travers toi, tu sais, puis je trouve ça intéressant que tu parles de la chute de pression, puis de justement cet éveil spirituel-là que tu as vécu, parce que, bon, si on regarde la naissance de Lexi, son ascendant au moment qu'elle est sortie, c'était Lion, ascendant Lion. Fait qu'elle porte cette identité-là de Lion dans sa vie, mais aussi dans ta carte du ciel, ça vient activer ta maison 12, tu sais. Puis la maison 12, ce que j'utilise souvent comme métaphore ou comme image pour la décrire, mais c'est que c'est l'endroit où on se trouvait juste avant de naître dans notre maison 1, tu sais. Fait que la maison 12 représente ces endroits-là de réclusion comme le ventre d'une mère. Fait qu'il y a comme ce symbole-là qui me vient aussi en image, tu sais, puis qui vous connecte aussi à quelque chose de plus grand, j'ai envie de dire, parce que vous avez votre nœud sud en Lion dans la maison 12, puis le nœud sud représente souvent nos vies antérieures. C'est des choses qu'on a déjà expérimentées puis qui existent un peu dans l'invisible. Fait que c'est comme si ce moment-là, il est venu créer quelque chose de plus grand que vous, qui est un petit peu difficile à comprendre, un lien qui est comme vraiment de cœur dans l'énergie du lion. Puis aussi, ben, la maison 12, parfois, c'est quand on connecte à des états seconds, on peut avoir des trucs en lien avec la santé mentale. Fait que c'est juste d'arriver là, d'être en mon passed out, là, et ça fait très énergie de maison 12, tu sais, l'arrivée de Lexi qui est comme « Allô, ascendant Lion, je suis là! » 100%. Et Alexis, j'avais une accompagnante à la naissance. Je n'ai pas pris d'épidurale. C'était mon premier bébé. Wow. Après recul, je me dis, aïe, tu sais, il a fallu quand même que je sois quand même un peu connectée là, pour croire à... Il y a eu de la souffrance, ça fait. Oui, assurément. Donc, maintenant que t'en parles avec la maison 12, tu sais, c'est vraiment... puis c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur d'accoucher. Je le disais beaucoup, ça me fait peur. Et après l'avoir vécu, je me dis... Hey, j'ai réussi à le faire, tu sais, comme sans médecine, sans rien de tout ça. Puis finalement, je suis plus forte que je le pensais, tu sais. J'ai beaucoup plus de courage puis de force que je me l'imaginais après avoir vécu. Puis quand on y pense, tu sais, tous ces placements-là en Lion, parce que si on regarde la carte du ciel de la naissance de Lexi, la carte du ciel de Lexi est ascendant Lion, mais elle a aussi Jupiter et Vénus en Lion, qui vient former un trigone, qui est un aspect de support, au placement de Mars en Bélier. Fait qu'encore un événement qui est venu créer du soutien ou qui est venu amener de l'expansion à ce placement-là de Mars en Bélier, de cultiver le courage, puis d'affronter ses peurs, puis d'oser, tu sais, avoir un certain leadership sur sa vie. Fait qu'il y a comme ça qui se répète. Puis une autre chose que
je trouve intéressante, c'est que si on regarde la maison qui est reliée aux enfants dans votre carte du ciel, qui est la maison 5, elle est en Capricorne, donc gouvernée par la planète Saturne, donc vos cycles reliés aux enfants vont être gouvernés par les différents mouvements de la planète Saturne. Puis à ce moment-là, Saturne était sur la fin du Scorpion, puis allait entrer en Sagittaire dans votre maison 4. Fait que le secteur de votre vie relié aux enfants, puis je dis les enfants, mais la maison 5, comme je l'expliquais un peu plus tôt, c'est aussi les projets créatifs, c'est aussi le plaisir, c'est aussi la sexualité, la romance. Fait qu'il y a des choses qui sont en train de se restructurer à ce niveau-là dans notre vie. Fait que toi, t'es en train de commencer à vivre ta vie avec ton premier enfant, à comme apprendre c'était quoi avoir un enfant, puis comme revoir les fondations de ta vie. Puis j'étais curieuse de savoir si toi, Mélissa, à ce moment-là, y avait-tu des projets dans ta vie ou des choses qui prenaient place en même temps, tu sais? Ben, j'étais copropriétaire de mon gym de CrossFit, puis à ce moment-là, on était à la recherche d'un nouveau local. Fait que, tu sais, on essayait de comme mettre les bases sur, tu sais, ce qu'on voulait, puis on était vraiment à la recherche d'un espace plus grand et tout. Fait que, tu sais, je pense que ça se matérialise un peu de cette façon-là. Où, tu sais, puis je me souviens, j'étais aussi dans la quête de, OK, mais, tu sais, moi, je suis une entrepreneur, mais, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que je désire, tu sais, parce qu'en même temps, il y avait aussi, il faut savoir qu'on l'avait parti de rien, là, tu sais, moi, c'était comme mon projet de fin d'études, mon projet de fin de bac, je me suis dit, garde, on se lance, mon conjoint à ce moment-là avait de l'intérêt pour le CrossFit, puis je me suis dit, garde, on se lance, on se crée une business, puis, tu sais, advienne que pourra, tu sais, avec les connaissances qu'on a. Fait que c'est intéressant de voir aussi que moi, j'étais comme en création de quelque chose qui était pas mon enfant, mais en même temps, je me souviens qu'à ce moment-là, souvent, je verbalisais que j'étais en train de me créer. Je voulais faire une genre de famille avec mon centre. Tu sais, pour moi, c'était plus qu'un gym. Je voulais vraiment créer l'espace pour que les gens se sentent comme s'ils étaient à la maison. T'sais. Communauté. Ouais, j'étais beaucoup axée sur la communauté. Fait que, puis t'as redonné à ce moment-là à la communauté, t'as organisé des levées de fonds pour ramasser des sous pour des organismes de bienfaisance, c'est ça exactement. Fait que tu sais, toujours, même quand j'étais entrepreneur ou j'avais ma propre business, j'ai toujours eu ce désir-là aussi de redonner au suivant. Ouais, puis que ça suive tes valeurs, puis qu'il y ait comme une quête de sens à travers tout ça. Puis je vois beaucoup ça dans ce transit-là de Saturne en Sagittaire, c'est Saturne qui vient créer des fondations, créer un espace pour vivre une liberté, vivre une exploration, puis pour faire du sens avec ce qui est important pour nous, tu sais. Fait que toi, tu le vivais à travers justement la création de cet espace-là, puis dans l'énergie du Sagittaire, c'est un espace qui est expansif, tu dis que tu voulais quelque chose de plus grand à ce moment-là, ça fait très énergie jupitérienne, sagittarienne. Fait que toi, comment ta maternité s'est présentée à travers ça, Mélanie, de comme cette énergie-là d'expansion puis de l'archétype du Sagittaire? Est-ce que tu l'as senti un peu à travers cette transition? Assurément. En fait, au départ, il faut savoir que nous, on vient de la région de Portneuf, en fait, de Québec. Puis, on était à ce moment-là dans les Laurentides. Donc, j'habitais là avec mon chum en appartement. Puis, quand Lexi est née, en fait, il y a eu un moment où on s'est dit, on n'a pas notre famille, on n'a pas beaucoup de soutien pour garder ou pour s'occuper, en fait, de notre fille pendant que nous, on ferait des activités. Donc, c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, on va l'amener n'importe où. On va pas s'empêcher d'aller au restaurant, d'aller chez des amis. On était le seul couple qui avait un enfant à ce moment-là. Tu sais, tous les autres vivaient un peu plus leur vie de jeunes adultes. Nous, on était parents, puis on se devait, là, tu sais, comme de suivre un peu le rythme. Donc, il y a certains moments où j'ai trouvé ça difficile parce que je me disais, tu sais, c'est ça exact, tu sais, oui, la liberté, oui, tout ça, mais tu sais, je suis quand même maman, j'ai des responsabilités, ça me ramène quand même au fait qu'il y a des choses que, tu sais, tout n'est pas possible, en fait. Puis, je me souviens aussi qu'à ce moment-là, c'était beaucoup dans la réflexion, est-ce qu'on reste en appartement, est-ce qu'on s'achète une maison? Puis, cette année-là, en fait, on a acheté une maison, donc Alexis avait pas 1 an, puis on a déménagé dans notre première maison officiellement ensemble, mon chum et moi. Donc, tu sais, ça aussi, ça fait très... Saturne en maison 4. Puis je trouve ça intéressant que tu mentionnes aussi les difficultés parce que oui, Saturne, c'est créer des structures, créer des fondations, mais Saturne, c'est quand même une planète qui vient limiter, qui vient restreindre, qui peut emmener des obstacles et des défis à certains moments. Fait que même s'il y a ce désir-là d'expansion dans l'énergie du Sagittaire, parfois, on va rencontrer des murs. Puis si on se permet de prendre un chemin différent, d'explorer les sentiers non battus, en tout cas. Les sentiers battus? Les sentiers battus? Sentiers non battus. Je suis pas sûre de l'expression, mais
d'autres sentiers Oui, là, qui c'est sont ça. pas tracés d'avance. Exactement. Tu sais, d'essayer des choses qui sont différentes, ben c'est là justement qu'on vient transcender ces limites-là. Là. Exactement, exactement. Mhm. Donc, je pense que je l'ai vraiment vécu comme ça. Et tu vois, pendant qu'on en parle, je pense que mon chum, à ce moment-là, a trouvé ça très difficile de devenir papa, en fait, Mhm. dans tout ce que ça implique. Il avait très hâte d'être papa, il était très content de l'être, mais dans la liberté, de Ouais. perdre cette liberté-là, en fait, de l'arrivée de notre fille, de notre enfant, il a fallu beaucoup se restructurer en tant que parent. Tu sais, je sais que ton chum a aussi un ascendant vierge, Oui. fait qu'il y a aussi sa maison 4 en Sagittaire, puis c'est souvent une thématique qui revient souvent pour les personnes qui ont leur maison 4 en Sagittaire. Comment je peux me sentir libre Oui. dans mon espace de vie, puis l'ajout d'enfant peut parfois venir... j'ai justement reçu quelqu'un sur le podcast récemment qui avait le même placement, puis c'est la même thématique qui revenait, tu sais, de comme se sentir limité par son rôle de parent là, à certains moments. Exactement. Donc, moi, en même temps, mon chum qui était plus à la recherche de liberté et moi qui essayais de me raisonner en me disant, ben, si lui a besoin de plus de liberté, en fait, même moi, si j'en ai plus besoin aussi, j'ai besoin d'être à la maison avec ma fille puis d'en prendre soin, ça vient avec une responsabilisation. Donc, tu sais, on a vécu des moments où ça a été challengeant, en fait. Ouais, puis tu sais, je pense que pour toi, dans ce transit-là, ton stellium en cancer, tu sais, qui veut materner, qui veut prendre soin, ouais. comme pris le dessus, fait que ça a peut-être été plus facile pour toi de connecter justement à ton rôle de mère parce que ça faisait partie de ta quête, tu sais. Tellement, tellement. C'est vraiment intéressant d'observer tout ça. Donc, ouais, merci de votre ouverture, de vos partages, d'être venu ici sur mon futon de ma chambre d'amis pour enregistrer ce podcast. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'explorer ça, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment vous avez des expériences qui sont à la fois similaires, mais aussi différentes à certains moments, puis que vous vous retrouvez à travers les archétypes astro. J'espère que vous avez aimé l'expérience. Adoré cette expérience. C'est vraiment intéressant. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous aviez envie de partager avant qu'on termine l'épisode? Ben moi, je pense que j'aurais envie de dire que, tu sais, je me suis souvent questionnée à savoir, tu sais, qu'est-ce qui fait que, tu sais, nous, on a eu la chance d'être deux dans la vie, tu sais. Puis souvent, j'essayais d'analyser ça dans ce qui se passait dans ma vie. Puis, tu sais, là, moi, j'ai été maman beaucoup plus tard que Mélanie parce qu'on s'entend que là, elle est dans le bout de sa maternité où elle commence à avoir plus de liberté, où ses enfants sont autonomes, elle retrouve une certaine indépendance. Moi, je suis encore dans la phase où j'ai un jeune garçon à m'occuper, puis un bébé à venir, tu sais. Mais je me dis, je pense que il fallait qu'elle trace le chemin pour moi. Ouais. Je pense que puis ça a été long avant que je me dise, tu sais, moi, à quel point je veux être maman. Pour elle, puis son chum, à l'âge de 25 ans, puis même avant ça, c'était défini qu'il voulait des enfants, tu sais. Pour moi, ça n'a jamais été vraiment définitif de dire, tu sais, je veux absolument avoir des enfants. L'arrivée de Lexi a vraiment a éveillé chez moi le désir de vivre une maternité. Wow. Puis aussi de me dire, ben, regarde, je vais l'apprendre. Je vais apprendre quel type de mère j'ai envie d'être à travers la maternité de ma sœur. Puis, je me suis comme donné la chance aussi de vivre les choses à ma manière puis à mon rythme à moi. Parce que quand on est deux, souvent, c'est sûr que les gens sont plus portés à toi, c'est quand que tu vas avoir un enfant? Ouais, comme cette pression-là. T'sais, exactement. Puis, tu sais, moi, mon premier, je l'ai eu il y a 2 ans. La fille de Mélanie, Lexi, elle avait 7 ans. Fait que durant ces 7 dernières années-là, évidemment, les gens autour de nous, notre famille, nos amis, ils disaient mais qu'est-ce que t'attends? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants, toi? Tu vas-tu en avoir? Mais toi, est-ce que les gens te demandaient quand est-ce que tu vas avoir une entreprise? Comme est-ce Non. que Non, il y a vraiment... Moi, c'est un sujet qui est très présent en ayant un Saturne en maison 5, en n'ayant pas d'enfant à mon âge aussi. Et c'est une question qu'on me pose souvent puis qui ça vient vraiment m'activer. Fait que je suis comme, pourquoi on pose cette question-là aux femmes? Oui, non, exactement. Fait qu'on me questionnait beaucoup puis je ressentais une certaine pression, c'est sûr, parce qu'on était deux puis parce que les gens ne voient qu'un tout. Tu sais, ils se disent, ben si elle est prête, pourquoi l'autre n'est pas prête, tu sais? Puis moi, j'ai vécu, après la naissance de Lexi, une séparation aussi, où moi, dans ma tête, le gars avec qui j'étais au moment où Lexi est née, ça allait être le père de mes enfants. Puis il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte que finalement, j'ai dû faire le deuil de dire c'est pas à 26 ans puis c'est pas à 27 ans que je vais avoir un enfant. Parce qu'à 26 ans, ben, je me suis retrouvée à recommencer ma vie à zéro.
repartir sur une page blanche, déménager dans une ville différente, refaire ma vie. Fait que je me suis dit, assurément, on n'est pas rendu à la même place dans la vie, mais c'est un peu un deuil aussi de dire, ça fait 25 ans qu'on vit les choses parallèlement, un peu de la même façon, ensemble, au même rythme, mais là, on n'est pas rendu à la même place, tu sais. Fait que... Ouais, c'est comme la pression, puis même sur toutes les sphères de votre vie, pourquoi elle est plus comme ça, moi je suis plus comme ça, t'sais, des fois, on a même tendance à se comparer avec nos sœurs sans être jumelles ou nos amis sans être aussi proches, mais quand vous êtes proches comme ça, j'imagine que vous avez vécu beaucoup de comparaisons, là. Vraiment beaucoup de comparaisons. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de peut-être dire que, ben, pour moi, ça fait du sens de dire que pourquoi j'ai une sœur jumelle, c'est que je pense que dans ma vie individuelle, j'avais peut-être besoin que quelqu'un, à travers ma maternité, me fasse un chemin avant que moi-même je décide de devenir mère, tu sais. Puis moi, je me suis laissé là aussi le droit de dire, au moment où j'étais prête, au moment où j'avais un peu tassé l'insécurité que j'avais de devenir mère, à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, moi, je suis prête. Peu importe ce que les gens vont dire autour de moi, je vais attendre le moment où moi, je vais être prête. C'est ça. C'est de voir ce miroir-là, de voir comment le miroir d'elle qui a des enfants te fait réagir, de sentir que là, t'es pas prête, puis à un moment donné, ben, tu peux voir à travers son miroir qu'à l'intérieur de toi, il y a le chemin comme été tracé, puis que là, maintenant, tu peux aller vers... Puis comme, je trouve ça intéressant parce que ça ramène aussi à un sujet qu'on a parlé, qui était votre opposition Saturne en Capricorne, maison 5, puis Jupiter en Cancer, maison 11. Puis la maison 11 représente souvent nos aspirations, nos souhaits, tu sais, qu'est-ce qu'on désire dans la vie. Fait qu'évidemment, maison 11 en Cancer, il y a le désir d'être parent, le désir de materner, de prendre soin. Puis souvent, ben, les personnes qui ont Saturne dans la maison 5 vont soit avoir un challenge à avoir des enfants, ou vont soit prendre plus leur temps, ou comme, c'est ça, que ça va arriver plus tard dans la vie, tu sais, comme moi qui ai aussi mon Saturne dans maison 5. Puis quand je disais tantôt qu'il y avait une théorie que chaque jumelle pouvait incarner un point, mais j'ai l'impression que toi, on avait déjà dit que tu incarnais plus le Saturne en Capricorne maison 5, toi le Jupiter en Cancer en maison 11. C'est comme si tu as créé une genre d'expansion pour que cette aspiration-là prenne la place dans sa vie puis vienne comme défaire son blocage pour lui permettre de vivre ça à son tour. Fait que c'est, en tout cas, je trouve ça vraiment beau l'image. Mais ça nous différencie beaucoup. Oui. Ça, c'est une de nos plus grandes différences où ben, moi, je suis une maman plus vieille, puis elle était une maman plus jeune. Fait que quand on se retrouve avec des gens qui nous côtoient pas, mettons, à tous les jours, et tu sais, mettons, à la fête de mon garçon de 2 ans, mes amis à moi qui connaissent pas beaucoup ma soeur sont comme « Ok, my God, hein, tu sais, toi, t'es enceinte de ton 2e, puis ok, tes enfants sont grands, toi, hein, tu sais. Oui. Fait que ils sont beaucoup dans le questionnement de se dire « Ah, ouais, tu sais... » C'est comme si vous devriez faire tout en même temps. Ben, exactement. Puis, tu sais, c'est comme si la perception des gens, c'était ça. C'était de se dire, ben, parce qu'ils sont deux pareils, pourquoi ils n'ont pas fait des enfants en même temps, tu sais? Mais vous devez avoir des questions par rapport à ça. Et pourtant, on n'était pas du tout, comme je disais tantôt, Non. au même point dans notre vie, au moment où Mélanie a eu Lexi. Puis, dans ma vie à moi, ça se concrétisait pas du tout de la même manière. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en ayant même la même carte, je trouve que c'était vraiment un bel exemple de comment les cycles peuvent s'incarner de manière différente. Tu sais, que sûrement que quand elle crée la vie, ben, tu crées autre chose et vice-versa. Voilà. Exact. Ah, c'est magnifique. Merci pour vos partages. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? Est-ce que je pense que ça complétait bien l'épisode. Merci, je suis vraiment contente. Merci pour votre temps, merci pour votre écoute, puis on se retrouve dans un prochain épisode.